J'ai 8 ans, enfant de la rue. J'ai pourtant une famille qui n'a jamais déçu. Je trouve sur le pavé de nouveaux pères, de nouvelles mères, des sœurs, des frères, les points de repère. 15 heures par jour, chauffeur de taxi. Bien avant le jour, jusqu'à bien après la nuit. Le labeur paye quelques soirs, il me sourit alors heureux de me voir. Mon père est comme ma mère, laborieux, il me laisse solitaire. Elle est bonne dans des bureaux, vide des corbeilles, passe des seaux. On ne parle pas des embouteillages, elle n'a pas vu mon plus jeune âge. Ma mère est comme mon père, laborieuse, elle me laisse solitaire. J'ai 8 ans, enfant de la rue, j'ai pourtant une famille qui ne m'a jamais déçu. Je trouve sur le pavé de nouveaux pères, de nouvelles mères, des sœurs, des frères, mes points de repère. 14 heures, je rentre de l'école, sans parents, sans idole, sans idole. Dans les trains, je courir le pavé, dans l'heure, je cours, je trouve des alliés. Mes sœurs sont comme mes frères, attentives, souvent solidaires. L'ascenseur d'un client, moto-taxi, du Cassaille ou bien des États-Unis. Mon frère, pour un sourire sucré, pas un travailleur de la rue sans se présenter.
Mes frères sont comme mes sœurs, attentifs et seulement partageurs. J'ai 8 ans, enfant de la rue. J'ai pourtant une famille qui ne m'a jamais déçu. Je cours sur le pavé, de nouveaux pères, de nouvelles mères, des sœurs, des frères, mes points de repère. Entre deux voitures dans lesquelles elles montent, entre deux factures que l'échangeur compte. Un jour comme un autre, on part juste là. J'ai accepté d'aller dans un drôle d'endroit. Mes sœurs sont comme mes frères, occupées, elles me laissent trop faire. Je connais pourtant ce gentil papa. Je me soirée m'offrir un soir. Voici mes inconnus, c'était le conseil des filles de la rue. Quand il commence à se déshabiller, je veux fuir, mais la porte est fermée. Bonjour à tous. Pour Greta, en fait, il y avait un problème concernant la salle. Pendant tout ce qui est de la salle, mais les commentaires étaient en fait de la consultation, mais j'ai déjà sur le programme. Donc là,
Artémis. Petit. C'est bon, donne-moi 2 minutes. Jusque-là, on n'a encore rien fait. On attend encore ce qui est allons Merci.
Quand on travaille, on prend les clichés, on remet au malade. Parce que s'il y avait un cliché et une radio que j'avais faite, il aurait le cliché avec lui et il vous l'aurait montré. Il vous l'aurait montré, mais bon, jusque-là, il n'est pas passé. Ok, merci. Non, non, je n'ai pas fait cette radio. Ok, merci. Bonjour chers collègues, merci d'être là. Excusez, j'ai connu un gros imprévu ce matin pour une urgence médicale. Malheureusement, notre métier veut que des fois on mette en priorité les patients. En plus, c'est un patient qui venait de l'intérieur. Je suis très honoré d'entamer cette session de formation sur l'électrocardiogramme, dont l'initiation est l'œuvre de l'un d'entre vous, mon ami Jared, qui, je ne vous cache pas, m'a martelé la tête tous ces jours-ci pour que ça se passe bien, même si la mauvaise entame est liée à ma personne. Ça se fait de manière modulaire. Je suis celui qui coordonne les choses, mais je travaille avec deux autres cardiologues, deux autres jeunes brillants cardiologues qui vont se relayer après moi
parce que je pense que c'est toujours intéressant dans la formation d'avoir plusieurs approches. Ça permet de mieux cerner les choses, ça permet peut-être de mieux comprendre, et chacun, par sa pédagogie individuelle, va peut-être captiver une ou une autre personne qui n'avait pas bien compris la matière avec l'orateur précédent. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu qu'on soit à 3. Et les répartitions de sujets se sont faites de manière très aléatoire. Donc, moi, je vais initier et puis ils vont poursuivre et puis je viendrai, mais j'aurai la majorité des thèmes. Pourquoi on veut apprendre l'ECG? Eh bien, on veut apprendre l'ECG parce que c'est quand même bizarre de ne pas pouvoir interpréter juste un petit papier. C'est juste un petit papier. Quand il est déroulé, il prend 30 cm sur lequel il y a 12 dérivations. Et sur ces dérivations, il y a 1 ou 2 complexes. Comment on ne peut pas pouvoir dire ce qu'on voit dessus? Si on n'y arrive pas, il n'y a que 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne veut pas savoir. Le deuxième problème, c'est qu'on nous a mal appris. Donc, le but de cette formation, c'est que quand on l'a fini, que tout le monde sache interpréter un tracé électrocardiographique simple. Tout le monde. Relativement compliqué. 80% de l'auditoire. Compliqué, 50% d'entre vous. D'accord? C'est vraiment le but. Vous avez le loisir de nous arrêter quand on est en train de parler pour nous questionner. Lorsqu'il y a un orateur qui passe, comme moi qui suis passé ou qui suis en train de passer aujourd'hui, lorsqu'un orateur vient, le prochain qui viendra, si vous avez des questions, vous pouvez les lui poser. D'accord? Ne vous en faites pas, ils auront les réponses. Et si vous avez des questions avec leur matière, vous pouvez me les poser. Le but, c'est vraiment qu'à la fin, on sache interpréter un tracé ECG. Dernière recommandation avant que je ne commence, c'est que tout ce qui s'apprend de manière pratique ne peut se conserver ou se développer qu'en pratiquant. Donc, vous apprenez l'ECG aujourd'hui, vous ne lisez pas sur l'ECG, vous n'avez pas de tracé ECG, dans 2 mois, vous avez tout perdu. Donc, si vous décidez de commencer cette formation, ça veut dire que vous avez décidé de lire au quotidien au moins 2 tracés d'ECG. On a tous appris comme ça. On n'est pas né avec l'ECG dans le cerveau. On l'a appris comme ça. Et moi, je n'ai jamais honte de le dire. Moi, quand j'apprenais l'électrocardiogramme, mes coachs, en première intention, c'était des infirmières. Infirmière. C'est une infirmière qui me faisait asseoir pour me dire, tu vois ça, c'est comme ça. Moi, je suis en spécialisation. C'est l'infirmière vieille dans le service qui maîtrise l'ECG comme pas possible. Elle a le niveau de docteur. Et donc, on avait des quiz ECG. Et quand on faisait les quiz, elle répond, je réponds. Elle a 90%, j'ai 30%. Je pratique. On refait 2 jours après. Et puis, ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, on a le même pourcentage. Et puis après, maintenant, je deviens docteur. C'est moi qui lui explique. D'accord? Donc, tout vient par et dans la pratique quotidienne. OK. Pourquoi j'ai mis les débutants? C'est parce qu'on considère de manière très aléatoire comme ça que tout le monde ici ne sait pas interpréter un ECG. D'accord? On va vraiment du niveau 0. Et puis, voilà, petit à petit, on va monter en puissance. Donc, moi, aujourd'hui, mon topo va s'articuler essentiellement autour des rappels électrophysiologiques. Mon ami, ça ne marche pas. Très bien. Rappels électrophysiologiques, ce sont des notions d'électrophysiologie cardiaque. Ne vous en faites pas. Hein. Quand ça se termine, le topo est là, vous le prenez. C'est à vous. D'accord? C'est à vous. Alors, pourquoi on va parler de l'électrophysiologie cardiaque? C'est parce que pour comprendre un électrocardiogramme et pour l'analyser, il faut d'abord savoir ce que nous voyons sur le tracé provient d'où, en fait. Pourquoi on a une inscription sur le tracé lorsqu'on place des électrodes chez un individu? C'est parce que dans son cœur, il y a une activité électrique. Donc, on met juste des capteurs qui traduisent sur un papier le parcours électrique qu'il y a dans le cœur. D'accord? OK. Et donc, on doit comprendre le parcours électrique qu'il y a dans le cœur
avant de comprendre ce qui s'exprime sur le tracé. D'accord? OK. Le parcours électrique dans le cœur, c'est ce dont on va parler. Alors, dans l'introduction, je dis ce que je viens de dire. Il faut garder à l'esprit que l'activité électrique du cœur ne sert principalement que à induire l'activité mécanique du cœur. Parce que le cœur, en fait, il a un volet mécanique et un volet électrique. Le volet mécanique, c'est le volet contractile. Le volet électrique, c'est celui qui préside le volet contractile. C'est un peu comme dans un véhicule. On a un moteur, pour qu'il démarre, il faut qu'il y ait une batterie. Il n'y a pas de batterie, le moteur ne démarre pas. C'est la même chose. L'activité électrique, elle préside ou elle est prépondérante par rapport à l'activité mécanique. On a une mauvaise activité électrique, on aura une mauvaise activité mécanique. C'est pour ça que quand un patient vous dit en consultation qu'il a des palpitations cardiaques, eh bien, il a des palpitations cardiaques parce que l'activité électrique n'est plus régulière et donc l'activité mécanique fait que le cœur bouge de manière incoordonnée. Et donc, tout ça, c'est que l'activité électrique du cœur que vous devez comprendre permet de poser un diagnostic sur l'activité mécanique du cœur. Quand j'ai un patient chez qui, sur l'électrocardiogramme, j'ai beaucoup d'arythmies, je sais que la fonction mécanique du cœur est abîmée. Souvent, c'est comme ça. C'est vraiment, vraiment lié. OK. Je pense que je passe vite. Voilà. Alors, l'interprétation de l'ECG que vous voyez, les explications qu'on aura ultérieurement, on les a obtenues, en fait, ces explications, lorsqu'on faisait des analyses d'électrocardiogramme intracardiaque. Ça s'appelle l'exploration électrophysiologique. C'est quoi? C'est que pour comprendre vraiment l'électricité du cœur, telle que nous l'avons appris dans notre cours de physiologie, il y a des gens qui disséquaient les organes, qui prenaient, qui mettaient des électrodes, et puis voilà, vous avez fait des tests dans vos travaux pratiques de physiologie cardiovasculaire. Ça nous donnait les repères de base. Après, on s'est rendu compte que l'activité électrique n'était pas si simple que ça. Il y a des ECG, croyez-moi, on va mettre 3 cardiologues, c'est 3 diagnostics différents. Et donc, on s'est dit, bon, peut-être qu'on pense que c'est si simple, que ce n'est pas si simple que ça. On va pénétrer le système électrique du cœur pour aller voir ce qui se passe pour de vrai. Ça vous semble abstrait, mais ce sont des examens de routine. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un service de cardiologie, dans un endroit sérieux, on vous emmène un patient qui a perdu connaissance. Sur l'ECG, on a quelque chose de bizarre. On se dit, bon, c'est pas clair, on n'a pas le vrai diagnostic. On l'emmène dans une salle, on l'étale sur un lit, on lui fait une injection au niveau de la veine fémorale, on remonte un capteur électrique jusque dans l'oreillette droite, on pousse le capteur électrique vers la valve tricuspide qui sépare l'oreillette droite du ventricule droit. À cet endroit-là, on est très proche du faisceau de His. Et donc, on mesure le passage de l'électricité. C'est vraiment des trucs banaux. Ça se fait en 30 minutes. Donc, à force de faire ces choses-là, on s'est rendu compte que ce qu'on croyait qui était si simple, finalement, voilà le vrai parcours. Et ainsi de suite, ça a permis de développer la compréhension de l'électrocardiogramme. OK? Bon. On sait tous qu'à l'état basal, et ça c'est pour toutes les cellules du corps, les cellules sont polarisées. Polarisées, c'est-à-dire que la cellule qui comporte un cytosol, un noyau et une membrane protectrice, sur le plan électrique, a de part et d'autre de cette membrane des ions. D'accord? Quand on dit polarisé, c'est-à-dire qu'il y a plus d'ions positifs à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Donc, la membrane électrique du cœur est un dipôle. 2 pôles. Plus de positifs dehors que des négatifs. Est-ce que c'est important à savoir? Je pense que oui.
Parce qu'on sait que les ions extracellulaires prédominants, c'est essentiellement les ions sodiques, n'est-ce pas? Et on sait que les ions intracellulaires prédominants, c'est essentiellement les ions potassiques, n'est-ce pas? Et donc, le corollaire, ce serait quoi? Ce serait que quand un patient a un trouble de rythme, d'aller voir quel est son ionogramme. C'est logique. Puisque la cellule cardiaque est un dipôle, en tout cas la membrane, si on a en périphérie un taux bas de sodium, d'accord? Ou si on a en périphérie une hypokaliémie, on aura obligatoirement des manifestations sur l'ECG. On me suit, non? On aura des manifestations sur l'ECG. Maintenant, comment on saura que cette manifestation est liée à une augmentation ou à un déficit de cet ion? Ben, c'est en comprenant le rôle de chaque ion dans la contraction de la cellule d'une part, mais aussi dans ce qu'on va voir ici, dans la genèse du potentiel d'action. D'accord? OK. Donc, dipôle, répartition des cellules de part et d'autre de la cellule, des ions de part et d'autre de la cellule, comme toutes les cellules du corps. Et donc, quand nous parlons de dépolarisation, qu'est-ce qui se passe? Il y a inversion. La cellule est polarisée. Quand on dit qu'il y a dépolarisation, c'est-à-dire que ce qui était prédominant à l'extérieur vient dans la cellule, les charges positives deviennent plus importantes en interne qu'en externe. Ça s'appelle une dépolarisation. Et quand on va parler de repolarisation, eh ben, on va sortir tout ce qui était dedans, qui n'habite pas dedans. Tous les visiteurs vont ressortir et ça va s'appeler la repolarisation. D'accord? On me suit, non? OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on a beaucoup de cellules sodiques ou calciques à l'extérieur de la cellule, quand on a un stimulus X qui va lancer une dépolarisation, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir les portes pour les sodiums et pour le calcium. On va leur dire entrez. Vous êtes déficitaires en intérieur, donc ils vont entrer de manière très passive. OK? Ils entrent à tour de rôle. Ils n'entrent pas tous au même moment. Il y a une porte qui s'ouvre d'abord pour le sodium, et puis après, il y a une porte qui va s'ouvrir pour le calcium, et puis après, il y aura une porte qui va s'ouvrir quand même pour le potassium. OK? Et puis après, on va refermer toutes ces portes, et puis on va dire, bon, vous qui êtes dedans, nous, on a fini avec la dépolarisation, sortez. Et pour les sortir, ce n'est pas compliqué. Comme il y a beaucoup de sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc il faudra une pompe. OK? On va utiliser de l'énergie pour sortir le sodium. Le calcium, comme il y en a presque de manière équivalente, parce que dans la cellule, il y a le réticulum sarcoplasmique qui va aussi fournir du calcium à la cellule pour qu'elle se contracte mieux. Et donc, le calcium, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, comme il y en a de part et d'autre, on fait un échange. Il y a une partie du sodium qui sort avec l'ATP, c'est la pompe sodium-potassium ATPase, très importante, mais il y a une partie du sodium qui va être échangée avec le calcium. D'accord? Et on sait bien sûr que le potassium, lui, bien sûr, il va sortir sans problème parce qu'il est prédominant à l'intérieur. Donc, la dépolarisation égale stimulus, tout ce qui est dehors rentre, chacun à tour de rôle. La repolarisation égale, on a fini la récréation, tout le monde sort, et elle est moins passive que ne l'est la dépolarisation. Des questions jusque-là? C'est compliqué la physiologie. Ça va, non? Ouais. Je me suis surpris il y a quelques années en train de donner ce cours-là. Mon Dieu, que c'est compliqué. Ceci étant dit, pour qu'on ait une dépolarisation, il y a des préalables. Mais avant que je n'arrive à ce préalable-là, j'ai juste résumé ce dont je viens de parler ici. Les caractéristiques de la fibre myocardique. Première chose, c'est la polarisation. C'est quoi la polarisation? On a plus de cellules négatives à l'intérieur et positives à l'extérieur. Et donc, on a plus de sodium dehors que dedans. Toutes les cellules sont comme ça au repos.
La dépolarisation, c'est quoi? Ouverture des canaux avec entrée massive de sodium et puis inversion des charges. Et la repolarisation, on revient à l'état basal. Mais ce qui se passe maintenant, pour qu'on quitte de l'état de polarisation, qui est l'état basal, vers l'état de dépolarisation, on a besoin d'un stimulus. D'accord? On a besoin d'un stimulus. Et ce stimulus-là peut être mécanique, il peut être hormonal, il peut être neurologique, mais il reste un stimulus. La particularité de la fibre cardiaque, c'est qu'elle comporte un certain nombre de cellules qui sont des cellules automatiques. Pas besoin de stimulus. Ces cellules-là peuvent, à elles seules, déclencher le potentiel d'action sans que personne ne leur ait rien demandé. C'est la raison pour laquelle notre cœur bat de manière spontanée. Parce qu'il existe un réseau de cellules qui peuvent dépolariser le cœur sans qu'on ne soit stimulé par un coup de poing, sans que l'on ne soit stimulé par l'adrénaline, sans que l'on soit stimulé par tout le système endocrinien ou neurologique. Donc, voilà, ces cellules automatiques-là, ce sont celles, en fait, qui sont l'objet de toute la formation que vous aurez ici. Nous évaluons l'électrocardiogramme, qui est en fait une traduction sur papier du comportement de l'influx cardiaque à partir de ces cellules automatiques. Ces cellules automatiques déclenchent une dépolarisation à une fréquence qui leur est propre, déterminée par elles-mêmes d'ailleurs. Et ces cellules, en déclenchant le potentiel d'action, vont envoyer l'influx électrique sur un boulevard bien tracé. Et ces boulevards bien tracés permettent une propagation rapide de l'influx, une répartition équitable de l'influx, de manière à ce que la fonction mécanique se fasse de façon très synchrone. Pour faire simple, si je dis que pour que nous ayons une bonne contraction, en supposant que ce couloir, c'est le septum interventriculaire. D'accord? Sur le plan anatomique, on sait. Le septum interventriculaire est un muscle qui sépare les cavités du ventricule gauche et droite. D'accord? Nous voulons qu'en se contractant, la paroi latérale du ventricule droit, la paroi latérale du ventricule gauche, quand il se contracte, le mur, c'est le septum interventriculaire. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, nous avons une contraction synchrone au même moment, comme ça. Oh, si je n'avais pas de bouchon, l'eau jaillit. D'accord? Maintenant, ce septum permet de vider efficacement à la fois le ventricule droit et le ventricule gauche, seulement si les deux se contractent au même moment. OK? On comprend, non? Donc, le système électrique, en envoyant l'influx, fait en sorte que, au même moment, ça arrive à droite et à gauche. Et au même moment, les cellules mécaniques induisent une contraction pour que le volume éjecté, d'accord, soit pareil. On me suit, non? Et donc, vous comprendrez que chaque fois que sur un ECG, j'ai un retard de la propagation de la dépolarisation, ça s'appelle les blocs de branches, on verra ça, eh bien, la cavité qui sera en retard va se contracter moins bien. Tout le monde suit? Donc, moi, je peux savoir, quand j'ai un ECG, je dis ce type a un bloc de branche gauche, la largeur du QRS est très prononcée, je sais que sa fraction d'éjection est basse. Parce que ce n'est pas possible d'avoir un mur, celui-ci se contracte une seconde après celui-là.
le mur n'est plus rigide. Donc, ça va dans tous les sens. OK? Donc, le système électrique, c'est comme ça. Il induit la dépolarisation, il organise la transmission de l'électricité pour que, sur le plan mécanique, le bénéfice soit optimal. Bon. Le potentiel d'action. Jusque-là, tout le monde a compris, non? OK. Le potentiel d'action, quand je l'ai appris à l'époque, ça fait bien longtemps, je n'avais rien compris. Vraiment rien compris. Et quand je suis devenu docteur, là encore, je n'avais rien compris. Moi aussi, quand je recevais les tracés d'ECG, vous savez, à l'époque, on n'avait pas trop de téléphone. Et donc, les cardiologues, c'était des petits dieux introuvables. Tous avaient 30 ans de plus que nous. Ensuite, comment vous allez l'appeler pour lui dire que j'ai un ECG et je voudrais que vous me disiez ce qu'il y a? Première difficulté. Deuxième difficulté, comment vous allez le trouver pour lui amener l'ECG? Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas des trucs comme ça. Troisième difficulté, est-ce qu'il va accepter d'abord de le faire? Parce que c'est aussi un business, l'ECG. La preuve, quand vous envoyez les ECG dans les hôpitaux, c'est protocolé par des docteurs et ils sont payés. Donc, quand vous lui dites de protocoler gratuitement, c'est comme si vous preniez l'argent de sa bière du week-end. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? C'est pour ça que, comme vous les avez assez enrichis comme ça, ces docteurs, ok, c'est maintenant à vous d'être enrichis. Il faut comprendre ça, vous faites à vous-même. Et donc, nous, ce qu'on faisait, on ne demandait pas l'ECG, en fait. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment compliqué. Vous avez la possibilité d'avoir des cardiologues. Il y en a vraiment partout maintenant. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir un backup pour poser des questions par WhatsApp, dans votre forum et tout. Vous mettez un ECG, vous vous questionnez. Voilà, ça se passe comme ça. C'est vraiment une façon pour vous de vous exercer. Quand je dis que je n'avais rien compris, ben c'est parce qu'on ne faisait pas trop le lien entre le potentiel d'action et l'ECG. Maintenant, on va essayer de faire un lien. Alors, le potentiel d'action, c'est le courant enregistré au niveau d'une cellule cardiaque. Et ce courant est généré par une dépolarisation et une repolarisation. Sur le plan de la cellule cardiaque, on a 5 phases. Phase 0, qui correspond à une dépolarisation rapide. Phase 1, qui correspond à une repolarisation lente petite. Phase 2, phase de plateau, c'est une dépolarisation lente. Phase 3, c'est une baisse du potentiel d'action, donc on fait une repolarisation. Et la phase 4, cette phase 4 qui est une phase de dépolarisation lente spontanée, ça n'existe que au niveau des cellules automatiques du cœur. Donc, si je prends une cellule autre que la cellule automatique du cœur, je n'aurai pas de phase 4. Alors, quand vous regardez de 0 à 4, la dépolarisation rapide, elle vient après la dépolarisation lente spontanée. En fait, c'est un cycle. C'est un cycle. Et je vais vous montrer ça. Ce cycle fait que quand la cellule est au repos, avant d'induire une autre dépolarisation rapide, on va du potentiel de repos, qui est généralement très bas, autour de moins 90 millivolts, et ça commence à monter petit à petit, spontanément. Cette pente ascendante-là va déterminer la fréquence cardiaque. D'accord? Si j'ai un cycle qui va de la dépolarisation spontanée lente jusqu'à la repolarisation, qui va durer 60 fois par minute, j'aurai ma phase ascendante. Je donne un exemple simple qui me prend, allez, disons 5 secondes. D'accord? J'ai pris au pif. OK? Si je veux que le cœur s'accélère un peu plus, la phase ascendante ne va plus prendre 5 secondes, elle va prendre 2 secondes. Si je veux que ça s'accélère davantage, la phase ascendante ne va plus prendre 2 secondes, ça va prendre 1 seconde. D'accord? Et ainsi de suite.
Donc, cette phase ascendante-là qui permet que le cœur s'accélère à la demande est présidée par le passage de certains ions. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça se présente à peu près comme ça. Je vais me mettre là. Alors, ici, donc on a un potentiel membranaire de repos à moins 90. Et puis, on a une dépolarisation qui peut monter jusqu'à plus 30, c'est en millivolts. Ça monte jusque-là en millivolts. Quand nous commençons ici, la pente n'est pas rectiligne, hein, elle est un peu oblique, celle-là. Celle que vous voyez là, c'est ce qu'il y a ici. D'accord? Et quand ça monte, c'est en train de monter, ça arrive là, c'est un potentiel seuil. Et à partir de là, il y a ouverture des canaux sodiques. Le sodium pénètre dans la cellule de manière très rapide grâce à ces canaux-là. Et quand il rentre, on a cette phase 0 du potentiel d'action jusqu'au pic. Au pic, ça veut dire que l'entrée rapide a atteint une saturation. Maintenant, au pic, on a une repolarisation qui est courte. Cette repolarisation courte est retenue toujours quand vous avez un ECG, quand on parle de repolarisation, trouble de repolarisation, tout ce qui est repolarisation sur l'ECG, c'est le segment ST et c'est l'onde T. D'accord? Tout ce qui est dépolarisation sur l'ECG, c'est le complexe QRS et c'est l'onde P. D'accord? Tout ce qui est repolarisation sur l'ECG, c'est le segment ST et l'onde T. Tout ce qui est dépolarisation, c'est le complexe QRS, d'accord? Si on est sur le ventriculogramme, et sur l'auriculogramme, c'est l'onde P. OK. Maintenant, quand il y a une repolarisation, je trouve le truc. Quand on a une repolarisation ici, courte, brève, lente, c'est le potassium. OK? C'est le potassium qui est dans la cellule, qui est en train de sortir. Et puis après, on a le calcium qui vient à la phase de plateau. La phase de plateau est mieux représentée ici, hein? Là, mieux qu'ici. Donc, sur cette phase de plateau-là, c'est le calcium qui pénètre. Les courants calciques sont surtout dépendants des canaux ICAL. Il y a les ICAL et les ICAT, mais c'est surtout les ICAL. Et donc, les ICAL fait entrer le calcium. Cette phase-là, c'est une phase relativement lente de dépolarisation, c'est le plateau. Et puis après, on a notre phase de dépolarisation où le potassium, qui était intracellulaire, commence à sortir et ainsi de suite. Et quand on arrive à la fin, on revient là. Donc, le potassium qui était à l'extérieur rentre complètement. C'est la repolarisation. Et puis après, on a une phase spontanée de dépolarisation. Alors, cette phase spontanée de dépolarisation, que je représente ici en pointillé, dépend des canaux, ça n'apparaît pas bien ici, ce sont les canaux IF. Les canaux IF sont ceux-là qui déterminent la phase de repolarisation spontanée. Et les canaux IF, sur le plan pratique, quand nous soignons les patients, nous donnons des médicaments qui agissent aussi sur ces canaux IF. D'accord? Vous en connaissez un? Non? Non? Un inhibiteur des canaux IF. Qui connaît? Bon, les docteurs. Est-ce que vous avez déjà prescrit un médicament qui s'appelle Coralan? Jamais, hein? Coralan, Procoralan, jamais. Bon, OK. Anyway. Il existe des médicaments que nous donnons aux patients pour ralentir leur fréquence cardiaque, qui ne sont pas des bêta-bloquants en fait. Parce que les bêta-bloquants ralentissent la fréquence cardiaque en agissant sur le système nerveux orthosympathique. D'accord? Système nerveux orthosympathique, ça baisse l'action
de la noradrénaline sur la stimulation cardiaque. Et donc, les canaux IF baissent la fréquence cardiaque en ralentissant la phase ici de dépolarisation spontanée. Donc, je peux ralentir le cœur de quelqu'un, soit en disant je lui donne un bêta-bloquant, soit en disant je donne quelque chose qui ralentit cette phase de manière à ce qu'il se dépolarise lentement et donc que la fréquence cardiaque soit plus lente. D'accord? Pourquoi il existe une phase de plateau? Il existe une phase de plateau pour que quand le muscle cardiaque est en train de se contracter, parce que la phase de plateau correspond à l'entrée du calcium. Elle est lente, elle prend du temps. C'est pour que quand le muscle cardiaque est en train de se contracter, que nous n'ayons pas une tétanie. Vous savez ce qu'on appelle une tétanie, non? Donc, vous faites parfois des crampes. D'accord? Le cœur ne fait pas de crampes parce que l'entrée du calcium se fait de manière très lente et de manière très régulière. Donc, le muscle cardiaque, quand il va se contracter, on n'aura jamais la crampe du cœur. On aura ça sur les muscles striés squelettiques, mais on n'en aura jamais sur le muscle cardiaque parce que sur le muscle strié squelettique, il n'existe pas la phase de plateau. Important à savoir. Donc, dépolarisation égale sodium, dépolarisation égale calcium, repolarisation égale potassium, égale potassium. Si, donc, j'ai un problème avec le potassium, hypokaliémie, hyperkaliémie, sur l'ECG, je ne regarde pas le QRS, je ne regarde pas l'onde P, je regarde la repolarisation. Et la repolarisation, c'est le segment ST et l'onde T. D'accord? Si j'ai un problème avec le sodium ou le calcium, comme il s'agit de la dépolarisation, d'accord? Mon problème sera dans l'excitabilité. OK? Et donc, je vais regarder l'onde P, le QRS et parfois l'intervalle PR. Donc, tout ça, on verra ça. Alors, un mot sur les canaux sodiques. Donc, il y en a plusieurs. Il existe malheureusement pour les dépolarisations, il existe malheureusement des pathologies qui sont purement génétiques, qui intéressent individuellement certains canaux. Vous avez déjà entendu parler, par exemple, du syndrome de Brugada ou du syndrome du QT long. Déjà? Bon, pas tout le monde. Quand on était en période de Covid, quand tout le monde était masqué, nous les vaccinés, on ne se masque plus. À l'époque, quand on mettait les patients sous traitement, ils avaient un électrocardiogramme. On disait, avant de mettre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, il fallait mesurer le QT, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On disait ça. Pourquoi on disait de mesurer le QT? On disait, il faut mesurer le QT parce que s'il est long, ces médicaments-là vont allonger le QT. Et lorsqu'ils allongent le QT, la conséquence, c'est que le patient peut faire un trouble de rythme ventriculaire. N'est-ce pas? OK. Mais finalement, le QT est fonction de quoi? Il est fonction des canaux sodiques, INA, mais surtout d'un gène qui code pour la fabrication des canaux INA normaux. Donc, quand on a des canaux INA qui sont anormaux, la phase de dépolarisation est altérée et les patients vont avoir tendance à avoir un QT long. En fait, le QT long, c'est quoi? Le QT, c'est la distance entre le début du complexe QRS et la fin de l'onde T. Il s'allonge, le QT. Pourquoi? Parce que la dépolarisation devient plus longue et donc la systole ventriculaire devient plus longue et le patient aura tendance à développer un trouble de rythme ventriculaire. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, quand on a des anomalies génétiques, on peut avoir des traductions sur l'ECG. Si je vois un ECG avec un aspect qui évoque le syndrome de Brugada, je peux dire que ce patient mérite d'avoir un test génétique. OK? Pourquoi un test génétique? Parce que si on confirme que c'est ces gènes-là, on va aller voir chez ses enfants. Pourquoi c'est important de confirmer qu'il a une anomalie avec ce gène-là? S'il a une anomalie avec ce gène-là, comme ces deux maladies-là tuent
de manière brutale, mort subite. Il était avec nous dans l'auditoire, il est tombé, il est mort. On l'a mangé. Mort subite. Et donc, comme ça tue, qu'est-ce qu'on fait? Si on découvre ça, on met au patient ce qu'on appelle un défibrillateur. C'est de la prévention primaire. On lui dit, bon, toi, on te met un appareil qui est comme une sentinelle. Si ton cœur s'arrête, cet appareil te donne un choc électrique et tu te réveilles. D'accord? Donc, la médecine, de plus en plus, elle a une vocation préventive parce qu'on sait que sur le plan curatif, on est assez inefficace, mais la prévention, ça reste la meilleure médecine. Et même en cardiologie, nous la faisons. Donc, un patient chez qui vous avez un aspect ECG, et vous le verrez dans vos cours ultérieurement, qui fait évoquer un QT extrêmement long ou un syndrome de Brugada, vous nous l'envoyez, on lui met un défibrillateur. Comme ça, le jour où il va faire sa mort subite, okay, il ne va pas mourir. Il va se réveiller spontanément parce qu'il va recevoir un choc électrique. D'accord? Donc, vous pouvez sauver quelqu'un juste en ayant bien vu son ECG. Voilà. Et donc, les canaux IF dont j'ai parlé sont une variante des canaux sodiques. Donc, eux sont impliqués pour la phase de dépolarisation lente. Eux aussi peuvent avoir, sont souvent impliqués dans des pathologies génétiques qui aboutissent à ce qu'on appelle une dysfonction sinusale. Dysfonction sinusale, c'est quoi? C'est-à-dire que les canaux IF qui sont censés générer une dépolarisation, après avoir permis une entrée très lente de sodium, d'accord? Si ces canaux-là ne font plus entrer le sodium de manière correcte, eh bien, les dépolarisations seront très espacées, n'est-ce pas? Et donc, la fréquence cardiaque du patient sera comment? Comment? Elle sera très lente. Si les dépolarisations normales se font toutes les 5 secondes, pour une fréquence cardiaque à 60, si la dépolarisation lente est trop prolongée, la fréquence cardiaque sera plus basse. Et donc, tu as des patients dont le cœur bat à 40. Vous avez déjà eu en consultation des patients qui ont le cœur qui bat à 40. Donc, quand le cœur bat à 40, on sait que souvent, le problème est au niveau des canaux IF et ça va déterminer une maladie qui va s'appeler un bloc sino-auriculaire. Donc, à la fin, il aura droit à un pacemaker parce qu'il n'arrive plus à se dépolariser de manière spontanée à une fréquence normale. Les canaux calciques, je parle juste des ICAL. J'ai expliqué tout à l'heure qu'ils étaient responsables de la phase de plateau. Canaux incontournables. Et les canaux potassiques, il y en a de plusieurs types. Je parle de ITO. Les ITO, ce sont ceux qui sont à l'origine de la repolarisation lente, celle qui se passe à la phase 1 du potentiel d'action. Eux aussi sont impliqués dans le syndrome de Brugada. Les IKR et les IKS sont dans la phase de dépolarisation. Eux, ils sont impliqués dans les syndromes de QT long de type 1 et de type 2. Ça, c'est tout à fait génétique. Hein. Tout à fait génétique. Et les IKATP, eux, ils sont souvent impliqués dans les ischémies. C'est généralement quand vous avez un patient qui a fait un infarctus ou qui a un problème d'approvisionnement en oxygène du cœur parce qu'il a une pathologie coronaire. Sur l'ECG, on vous dit souvent qu'ils ont des ischémies, n'est-ce pas, non? On dit le patient a une ischémie. Quand on parle d'une ischémie sur l'ECG, on voit l'onde T, n'est-ce pas? Et quand on parle d'une ischémie, on voit l'onde T. Et quand il y a une ischémie, c'est qu'il y a un problème d'ATP. L'ATP, c'est pourquoi? C'est pour faire prendre le potassium qui est dehors, le ramener dans la cellule. La cellule, si elle a peu d'ATP, ça veut dire quoi? Qu'elle a peu d'oxygène, d'accord? Et qu'elle a peu de glucose, n'est-ce pas? Et pour qu'une cellule ait peu de glucose et peu d'oxygène, il faut quoi? Il faut qu'elle ne soit pas correctement vascularisée. Et donc, on en conclut que le sang arrive difficilement au niveau de ces cellules. Et donc, on sait que le patient a une diminution du calibre des artères coronaires. Donc, il est en train de faire une pathologie coronaire. D'accord? Tout le monde suit, non? Quelqu'un qui vient vous voir en consultation, il dit « Docteur, j'ai mal dans la poitrine.
premier examen que vous demandez, c'est un ECG. Vous faites un ECG. L'élément que vous cherchez sur l'ECG, c'est la repolarisation. Parce que s'il a mal dans la poitrine du fait d'une ischémie, d'accord, ça va se traduire sur l'ECG par une anomalie de l'onde T ou une anomalie du segment ST. Donc, quelqu'un qui a mal, qui vient, moi, je réfléchis sur les canaux potassiques ATP dépendants. Je regarde sa repolarisation, je regarde les ondes T. Elles sont souvent négatives et ou positives symétriques. Bon, ça, on en parlera aussi lorsqu'on parlera des pathologies ischémiques. Et je regarde le segment ST, quelqu'un qui fait un authentique infarctus parce qu'il a une artère épicardique qui est bouchée. Il aura un sus-décalage du segment ST. Donc, une grosse anomalie de repolarisation parce que, finalement, le potassium ne peut plus rentrer dans la cellule. Et là, on sait qu'il fait un infarctus. Donc, tout ce qu'il y a sur l'ECG, ce n'est pas des miracles, en fait. Ça vient de la physiologie. D'accord? Bon. Qu'est-ce que je montre ici? Ah ouais. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, mais c'est un peu flou. Ceci est le résumé de ce dont j'ai parlé. Je vais mettre comme ça. Là, j'ai mes phases de spontanée lente de dépolarisation, canaux IF. J'ai la dépolarisation proprement dite phase 1. En fait, ici, c'est la phase 4. Phase 0, dépolarisation proprement dite, canaux sodiques, lente repolarisation, canaux potassiques, ITO, phase de plateau, phase 2, canaux calciques, ICAL, phase de repolarisation, canaux potassiques, IKS, IKR, et puis je reviens ici, phase de dépolarisation lente, canaux IF. Ceci a comme traduction l'électrocardiogramme qui est en bas. Et donc, sur cet ECG-là, je n'ai pas mis l'onde P, je vous expliquerai après pourquoi. Je commence ici, la dépolarisation, la phase 0, c'est ça? C'est le QRS. C'est le QRS. La phase 1. On est ici. Et donc, cette dépolarisation, en termes de durée, ne dépasse pas 100 millisecondes. Donc, sur votre ECG, qui est fait sur un tracé millimétré, on peut mesurer la durée du QRS. Le tracé millimétré, nous avons 5 mm par 100. 1 mm étant un carreau. Polarisation là ne dépasse pas 100 millisecondes. 100 millisecondes, ça fait 2 carreaux et demi. Un carreau faisant 40 millisecondes. D'accord? Donc moi, si j'ai un QRS qui est large ici, au lieu de faire moins de 100, le QRS me fait 150. Je sais que le problème est soit dans la lenteur de la dépolarisation, si le patient est bradycarde, soit dans un trouble de conduction, dans la transmission de l'influx dans le ventricule. OK? Là, ce sont les voies de conduction. Donc, un QRS large peut être la cause d'un défaut de conduction. Tout le potentiel d'action a une traduction sur l'ECG. Et donc, toute la phase 3 de repolarisation, c'est le segment ST et c'est l'onde T qui est là. Ça, c'est la phase 3. Donc, quelqu'un qui a un problème de repolarisation parce qu'il a un trouble ionique, parce qu'il a une ischémie, il aura une modification de cet aspect classique. Tout ce que vous devez remarquer sur l'ECG, c'est la répétition. Ça, l'ECG. Mais P, QRS, T. C'est ça qui se respecte. Chaque battement qui est en fait ça, le battement c'est ça, avec les 5 phases du potentiel d'action.
sur l'ECG, ça se présente comme ça. OK? Donc, en temps normal, on doit avoir ça. Ça veut dire, c'est ça qui représente le potentiel d'action, selon ce qu'on a comme modèle là. Et si vous avez juste un changement ici, vous savez qu'il y a un problème. Donc, tout le monde peut reconnaître un ECG normal, n'est-ce pas? Quand on regarde un ECG, tout le monde peut dire ça c'est normal. Et tout le monde peut dire ça c'est pas normal. N'est-ce pas? Bon. OK. Quelles sont les caractéristiques de la fibre musculaire cardiaque? Ce truc, on va remettre là. Les propriétés de la fibre musculaire cardiaque sont d'abord l'automaticité. L'automaticité, c'est la capacité que possède une cellule de s'activer de manière spontanée et d'émettre des impulsions selon un rythme que lui-même décide, sans influence du voisin. Non, là, je suis arrivé, la porte était fermée. Nous avons un nouveau cas de CIP C'est pas moi qui parle. De CP? positif, oui. Et puis, il y a, pourquoi on constitue ensemble le dossier. Ok. Et je puisse aussi connaître comment on dit. Oui, Mais il est oui. où le fantôme? Ouais. Ils sont même à 2 d'ailleurs. Hein? Hein, ce sont des fantômes sur Zoom. Ah, ok, vous êtes sur Zoom. Il fallait me dire, j'allais être plus stylé. Il est au Géred. Il fallait me dire, j'allais venir comme un dimanche. Ok. Donc, l'automaticité, c'est important. La cellule peut décider de déclencher un potentiel d'action à une fréquence qu'elle décide elle-même, sans que personne ne puisse lui dicter sa loi. Très bonne caractéristique. Et je renchéris en disant, seules les cellules qui ont une phase 4 sont dotées de cette propriété-là. La phase 4, on s'en souvient, non? C'est la phase de dépolarisation lente, spontanée, qui n'a besoin de personne. D'accord? OK. Donc, si vous me donnez une fibre musculaire qui n'a pas de phase 4, pour qu'elle se contracte, il faut que quelqu'un lui dise de se contracter. Si vous avez une cellule automatique, personne ne lui dit, elle va se contracter. Et les cellules automatiques se retrouvent à des endroits précis dans le cœur, on le verra. La conductibilité, c'est la capacité que possèdent certaines cellules de transmettre l'influx de proche en proche. Donc, une cellule qui a bénéficié d'une stimulation transmet à son voisin. Et celle-là transmet à son voisin. Et ainsi de suite. Et donc, l'information diffuse. Cette transmission se fait avec une célérité remarquable, de manière à ce que on soit dans l'ordre de millisecondes. Mais elles se transmettent l'information. Il y a des cellules qui transmettent plus rapidement que d'autres, hein, parmi les cellules électriques. Ici, l'exemple, c'est celui de la cellule ou de cellules du nœud atrioventriculaire d'Aschoff et Tavara. On sait que les cellules à ce niveau-là favorisent une dépolarisation décrémentielle. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc, ça ralentit un peu la fréquence cardiaque. C'est par exemple le cas des personnes qui ont une fibrillation auriculaire. Vous avez déjà eu des patients qui font de la fibrillation auriculaire? La fibrillation auriculaire, c'est quoi? C'est que vous avez un battement cardiaque atypique, irrégulier, extrêmement rapide, de l'ordre de 300 à 600 dépolarisations par minute au niveau de l'étage auriculaire. Donc, vous comprenez bien que le nœud sinusal a abandonné le poste, n'est-ce pas? Et cette activité qui doit passer et descendre dans les ventricules est bloquée au niveau du nœud d'Aschoff-Tavara qui, lui, ne va pas faire passer 600 battements par minute, sinon vous êtes mort, n'est-ce pas? Il va faire passer 100, 120, 130 pour que vous ne mouriez pas. Donc, en fait, si on ne meurt pas quand on fait de la fibrillation auriculaire, c'est parce qu'il existe
ces cellules-là qui ralentissent en fait tout le désordre qui est à l'étage auriculaire. D'accord? Bon, je parlais de la conductibilité et il y a l'excitabilité. Et l'excitabilité, c'est la capacité d'une cellule de répondre à une excitation, une stimulation, et de déclencher un potentiel d'action. Voilà, l'excitabilité, on en parle souvent chez les cellules qui deviennent réfractaires à un moment X. Pourquoi elles sont réfractaires? Parce qu'elles viennent d'être stimulées, elles ont besoin d'un peu de repos. Et voilà, je vous montrerai comment ça se passe. Enfin, je crois. Il ne passe plus. La propagation de l'influx électrique. Les trois générateurs électriques du cœur sont le nœud sino-atrial, qui a un groupe de cellules automatiques susceptibles d'induire une dépolarisation spontanée 90 et 60. Fréquence entre 90 et 60 au nœud sino-atrial. Dans le cœur, les cellules qui décident du régime électrique du cœur sont les cellules qui dépolarisent le cœur de manière la plus rapide. D'accord? C'est comme dans un pays. Si vous avez deux armées, vous avez deux groupes armés, le groupe qui va prendre le pays, c'est le groupe qui sera le plus fort en termes de munitions, en termes d'hommes, n'est-ce pas? Dans le cœur, le groupe qui décide de la fréquence cardiaque, tel que c'est réglé par le bon Dieu, c'est le groupe du nœud sinusal, parce que lui, en dépolarisation spontanée, à partir de canaux IF, peut faire que la fréquence cardiaque soit comprise entre 60 et 90. La pente de dépolarisation ascendante sera un peu sous l'influence du système nerveux sympathique, d'accord, pour rester dans cette fourchette-là quand on est en période active, et ça peut dépasser 90 à la demande. OK? Donc, quand vous avez un patient, écoute, moi, j'ai le cœur qui bat toujours tranquille, on est bien. Et ce groupe-là reste chef tant qu'il n'existe pas à l'étage des oreillettes où se trouve le nœud sino-atrial un groupe qui dépolarise les cellules à plus de 90. D'accord? Si on a un autre groupe dans les oreillettes qui dépolarise les oreillettes à 130 ou 150 battements par minute, le nœud sinusal se tait. Et le rythme que vous aurez ne sera plus un rythme sinusal. Plus ST classique. D'accord? Parce qu'il y a des groupes armés qui ont pris le pouvoir. Et ces groupes armés-là sont toujours désordonnés. Et dans les groupes armés, ils sont toujours rapides. D'accord? Parce qu'ils vont dépasser 90 en prenant donc l'autorité sur le repos. Vous comprenez, non? Et au repos, à le cœur qui bat à 150, ok, vous oubliez le nœud sinusal. Il n'arrive jamais là-bas. Au repos. OK? Tout le monde suit, non? J'ai un ECG, le patient est là, il n'a pas d'anémie, il n'a pas des pathologies tachycardisantes de type hyperthyroïdie sévère, il a le cœur qui bat à 140, il n'est pas en rythme sinusal. Vous pensez d'abord à un autre gouvernement là, à l'étage auriculaire. D'accord? Et pour savoir si ce gouvernement est dans les oreillettes, vous regardez, tout ce qui est auriculaire a pour traduction à l'ECG une onde P. Vous regardez, est-ce qu'il y a une onde P?
Oui, comme il y a une onde P, donc le belligérant là, il est dans l'oreillette. S'il n'y a pas d'onde P, c'est bizarre, il n'est pas dans l'oreillette, il est probablement au niveau de la jonction. La jonction, c'est une zone qui se trouve entre le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de His. D'accord? Et donc, ça devient soit une tachycardie atriale, parce qu'on est dans les oreillettes, ou tachycardie auriculaire, si vous voulez, ou tachysystolie auriculaire, soit une tachycardie jonctionnelle, OK? Parce que, bon, on ne voit pas d'onde P, OK? Ou alors, finalement, une tachycardie ventriculaire, parce que là, vraiment, il n'y a pas d'onde P et le QRS est large. Donc, au repos, vous avez un patient qui bat à 150, vous oubliez le rythme sinusal. Tout le monde a compris? Bon. En dehors du nœud sinusal, normalement, quand le nœud sinusal tombe malade, lorsqu'il y a une anomalie avec les canaux IF et que le rythme spontané n'existe plus ou qu'il est en dessous de 60, vraiment, vraiment en dessous de 60, le relais est pris par un deuxième générateur. Ce deuxième générateur, si c'est un générateur classique, ce sera le nœud auriculo-ventriculaire. D'accord? Et donc, on va dire qu'ici, on n'a plus d'onde P, on n'a plus de rythme sinusal, mais on a un QRS. Donc, on a un rythme d'échappement qui est un rythme d'échappement au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. D'accord? Mais on sait que le nœud auriculo-ventriculaire n'est pas vraiment 60. Il n'a plus d'onde P. Un deuxième générateur a pris le pouvoir. Ça, c'est si, à l'étage auriculaire, il n'y a pas un fou qui a pris les armes. D'accord? Et classique. Auriculo-ventriculaire était déjà malade parce que la personne a vieilli ou a été atteinte d'une pathologie dégénérative comme dans la maladie de Lenègre. Et donc, il y aura un réseau de secours qui se trouve à l'étage ventriculaire. Donc, ça, c'est sonnette d'alarme. Cher ami, va voir quelqu'un pour qu'on te mette un pacemaker. Tu bats trop lentement. Et comme tu bats trop lentement, ce rythme pendant qu'il n'a plus d'armée, il y aura un fou qui va venir là. Et ce fou-là, quand il va venir, si c'est un fou qui est en ventriculaire et qui décide tachycardie ventriculaire, il est mort. Fou qui est en ventriculaire et qui bat à 250, le patient fait un flotteur ventriculaire, il est mort. Donc, quand vous avez un patient qui bat à 20, 30, bien, des pays frontaliers là, il y a quelqu'un qui va entrer là. Quand il n'y a plus d'armée, ça se passe comme ça. Donc, classiquement, c'est comme ça que les choses se présentent. OK? Bon. Image représentant ce... je vais me déplacer. Bon, ça, c'est un aspect du cœur. C'est un dessin, hein. Normalement. Mais bon, ça, c'est pour que vous... C'est ce qui se passe vraiment. Alors, ici, nous sommes dans les cavités droites. Là, les cavités gauches. Au-dessus, nous avons représenté les oreillettes. C'est une substance musculaire, une membrane musculaire qui sépare les deux oreillettes. Ça s'appelle un septum interatrial. Là, deux ventricules. Ça s'appelle un septum. Ici, en vert, tel qu'indiqué là, c'est le nœud sinusal, celui, le pacemaker naturel. Ce pacemaker naturel, comme je l'ai dit précédemment,
permet d'obtenir une dépolarisation. 90 battements par minute. Il y a une dépolarisation des cellules ici. L'influx est partagé à l'ensemble du myocarde. Mais pour atteindre le myocarde sans embouteillage, parce que sinon il y aura des cellules qui vont se contracter après, d'autres cellules, le bon Dieu a créé des boulevards. Le bon Dieu a créé 2 boulevards. Premier boulevard, le faisceau sinonodal antérieur. Faisceau sinonodal moyen, on l'appelle aussi le faisceau de Wenckebach. Faisceau sinonodal postérieur, il passe par derrière, mais il vient aussi finir là. Et lui va donner naissance à un faisceau qui va dans l'oreillette gauche, d'accord? Qui s'appelle le faisceau de Bachmann. Et tous vont venir converger ici au rond-point sentiment, n'est-ce pas? Le rond-point sentiment, c'est le nœud atrioventriculaire. Bon, le rond-point sentiment, c'est pour ceux qui ont étudié à l'UNIKIN. Rond-point sentiment d'heureuse mémoire. Donc, au rond-point sentiment, c'est où tout se décide. Est-ce qu'on va l'épouser ou est-ce que c'est... Voilà, tout se passe là. Lui, là, le rond-point dit, bon, je vous ai entendu, comment ça se passe dans les oreillettes? On a fini de dépolariser les oreillettes, monsieur. Est-ce que nous pouvons passer l'électricité pour les ventricules? Pourquoi? Parce que les oreillettes doivent se contracter avant pour qu'il existe une systole auriculaire, de manière à ce que le sang quitte les oreillettes et pénètre dans les ventricules. N'est-ce pas? On appelait ça à l'époque, je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas l'objet de ce travail, couple, excitation, contraction. D'accord? Et donc, il se contracte, le sang passe ici. Maintenant, il faut contracter les ventricules pour que le sang sorte par les troncs artériels pulmonaires et aortiques, respectivement, à droite et à gauche. Il décide de laisser passer l'influx via un canal qui s'appelle le faisceau de His. Nous sommes dans le septum interauriculaire. Le faisceau de His va se bifurquer et va créer 2 boulevards. L'un qui va vers Maluku à gauche, l'autre qui va vers le Bandundu à droite. D'accord? Ces 2 faisceaux doivent emmener l'électricité dans tout le myocarde de manière extrêmement synchrone pour que la contraction, comme je vous l'ai expliqué précédemment, produise un débit d'éjection efficace. Alors, le ventricule gauche, tel que c'est représenté aussi ici, a une masse musculaire qui est supérieure à la masse musculaire du ventricule droit. Donc, lui, au lieu d'avoir une seule route, normalement, il a 2 routes. Il y a une autre route qui passe par derrière. Donc, on a un faisceau antérieur et un faisceau postérieur. D'accord? Pour que, si on doit contourner tous les ventricules avec une seule voie, on aura fini le ventricule droit sans avoir fini le ventricule gauche. OK? OK, on dit l'influx. Vous sortez ici ensemble, vous bifurquez, vous devez finir la course au même moment. Mais ici, le parcours est plus long parce que le muscle est plus épais. Donc, on lui fait 2 routes. Et puis, on arrive à contracter au même moment, même s'il existe un décalage qui est très, très faible, mais on ne le sent pas. Et donc, la contraction reste synchrone. Et moralité, si on a une branche ici qui est bouchée et qu'on doit utiliser juste la branche postérieure pour dépolariser tout ça, eh bien, le ventricule gauche va se contracter après le ventricule droit. Et la dépolarisation ici sera en retard par rapport à la dépolarisation là. Et donc, au lieu d'avoir un QRS unique, parce que le QRS, en fait, il représente quoi? Il représente la dépolarisation des ventricules, au pluriel, et l'onde P représente la dépolarisation des oreillettes, au pluriel. Si nous avons un retard dans la dépolarisation d'un ventricule, notre QRS ne sera plus comme les QRS que vous avez vus.
on aura 2 QRS qui sont un peu décalés. Parce qu'en fait, le QRS unique que vous voyez, c'est 2 QRS de 2 ventricules, mais qui sont tellement au même moment qu'ils se superposent. D'accord? Et donc, si l'un est en retard, ils vont être un peu décalés. Et quand vous avez des patients qui font, par exemple, des blocs de branche gauche, blocs de branche droite, vous allez voir qu'il y a toujours un aspect avec 2 pics. Aspect en M, vous en reparlerez dans les prochains cours. C'est parce qu'en fait, il y a un QRS, un ventricule est déjà dépolarisé, l'autre est dépolarisé en retard, le délai est trop long, et donc la dépolarisation devient longue, et on a 2 QRS séparés, d'un ventricule, puis de l'autre. D'accord? Pareil pour les oreillettes. Vous avez une onde P unique, mais il arrive des fois d'avoir une onde P qui a 2 têtes. Lorsque, par exemple, ce ventricule, cette oreillette, je vais parler des oreillettes, cette oreillette, si elle est très dilatée, elle va jusque-là. Pourquoi elle va jusque-là? Parce que cette valve, qui est la valve mitrale, a une fuite très importante. Donc, l'oreillette se dilate complètement. Cette pauvre branche, pour emmener l'électricité dans toute l'oreillette, qui est devenue grande, ça va prendre plus de temps que les autres faisceaux qui ramènent l'électricité de l'oreillette ici. Donc, on aura, au lieu d'avoir une onde P unique, on aura une onde P de l'oreillette gauche et une onde P de l'oreillette droite. L'onde P de l'oreillette gauche qui est en retard sera plus ample parce que c'est en retard, mais parce que l'oreillette est aussi plus grande. Donc, quand on va vous parler des hypertrophies, quand on va vous parler des blocs de conduction intraventriculaire, on vous montrera ça, mais tout vient d'ici, en fait. OK? What else? OK. Donc, l'ECG n'est donc qu'une inscription sur un papier millimétré d'ondes, de segments, d'intervalles, traduisant l'activité électrique du cœur et le cycle cardiaque. Finalement, sur l'ECG, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste que tout ce dont on a parlé se résume sur un tracé. Ce langage qui vient sur un tracé devra être décodé par vous. C'est le but de cette formation. Vous apprendre à décoder ce que vous voyez sur un tracé ECG sur base des acquisitions physiologiques que vous venez d'avoir. OK? Donc, hop, vous aurez classiquement sur un tracé ECG ça. Vous aurez seulement ça qui se répète. Mais comme on a ça qui se répète, vous allez me dire, mais docteur, nous, quand on regarde les CG, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des gens qui me disent, oui, les CG, c'est des dérivations, n'est-ce pas? Il y a combien de dérivations classiquement? Très bien, classiquement, il y a 12 dérivations, n'est-ce pas? Classiquement, on a 12 dérivations. Et comme on a classiquement 12 dérivations, ce n'est pas sur les 12 dérivations qu'on a ça. Les aspects sont différents. Mais, M. Loubenga, pourquoi les aspects sont différents? Eh bien, moi, je leur réponds, je dis, OK, supposez, mes amis, que je mette devant vous une charmante demoiselle. D'accord? Toute belle, comme celle que j'avais imaginée quand j'étais plus jeune. Elle est devant ici. Paf. Le docteur, qui est bien endimanché, la regarde de face. D'accord? Ce qu'il va voir de face, c'est son visage, OK? Une partie de ses cheveux, son thorax antérieur, son abdomen, la partie antérieure de ses membres. Moi, je la regarde de profil. D'accord? Je ne vais pas voir ce que lui voit. Je vais voir les rondeurs qu'elle a, n'est-ce pas? Je vois la syphose dorsale, je vois la lordose lombaire, je vois le massif fessier, je vois les muscles latéraux. D'accord? Quelqu'un d'autre la regarde d'en haut.
il ne voit que les cheveux et le crâne. Quelqu'un d'autre la regarde d'en bas. Il voit ce qu'il va voir d'en bas. Quelqu'un la regarde en oblique. Il va voir autre chose. En fait, sur l'ECG, sur les 12 dérivations que vous avez, vous regardez la même chose, mais sous plusieurs angles. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas cet aspect classique partout, ce n'est pas grave. C'est parce que, en fait, c'est le même truc, mais regardez sous plusieurs angles. À ce moment-là, on a un tracé sur une dérivation, on a ceci. Sur une autre, c'est plutôt inversé. D'accord? Parce qu'on regarde la tête en bas, les pieds en l'air. Mais le but, c'est vraiment, et l'ECG, quand on met les électrodes, on les met un peu partout autour du cœur, c'est pour que nous puissions regarder toutes les faces du cœur. Quand nous mettons les électrodes en latéral, on voit les dérivations latérales. Si quelqu'un fait un infarctus en latéral, celui qui ne regarde que la partie antérieure de la jolie dame ne va pas voir que sa jupe a une fente sur le côté. N'est-ce pas? Celui qui ne regarde que le postérieur ne saura pas que la jupe a une fente devant. Vous comprenez, non? C'est pour ça que des fois, quand on est tellement embêté pour les pathologies cardiaques, notamment les cardiopathies ischémiques, nous faisons un électrocardiogramme même avec les dérivations postérieures. On passe d'un électrocardiogramme de 12 dérivations à un électrocardiogramme de 18 dérivations pour bien voir, en fait, ce qu'on n'arrive pas à voir avec les 12 autres dérivations. OK? Bon. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Au stade actuel, est-ce que vous avez des préoccupations? Bon appétit. Préoccupations. Est-ce qu'il y a des questions en salle ou en Zoom? Il y avait des fantômes. Oui, docteur. Au repos, classiquement. Oui. Très bien. Très bien. OK. Une autre question? Plus d'autres questions? C'était tellement clair. Je suis fier de moi. Alors, pour répondre à ta question, cher ami, le nœud sinusal entraîne une dépolarisation spontanée, je répète, spontanée, comprise entre 60 et 90. D'accord? Mais le nœud sinusal subit aussi des influences extérieures. Et ces influences extérieures peuvent lui dire ou lui imposer d'accélérer ou non sa fréquence cardiaque. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en rythme sinusal, normal, qui fait une anémie avec un taux d'hémoglobine à 5, parce qu'il vient de connaître un accident de la voie publique et il a saigné. Les mécanismes de compensation ou les marqueurs de non-tolérance de l'anémie font que le cœur doit s'accélérer. Pourquoi il va s'accélérer? Parce que comme on a perdu beaucoup de sang, okay, pour obtenir le même volume éjecté, il faut une fréquence cardiaque plus importante. Ça va s'accélérer. Et cette accélération-là est dictée au nœud sinusal par les influences extérieures. C'est le système nerveux orthosympathique. Et donc, il va dépolariser plus vite. La pente ascendante va faire que le sodium va rentrer plus rapidement. Et donc, il va s'accélérer. En spontané, il reste là. Mais quand il subit des influences, il peut s'accélérer ou il peut décélérer. Quand tu dors, par exemple, on dit au nœud sinusal, écoute, le type dort, consommation et besoin d'oxygène faible, ça ne sert à rien que tu puisses battre à 80, ok? Mets-toi à 50. Et donc, le cœur bat à 50. Ça va s'appeler un rythme lent, mais qui reste sinusal. On a dit au nœud sinusal, non. Prolonge la phase de dépolarisation lente, spontanée, pour que les battements soient plus lents, pour que
ta fréquence cardiaque soit plus lente parce que le besoin est faible en termes d'oxygène. OK? Donc, il peut subir ce genre d'influence. Une autre question? Oui. Chez qui? OK. Bon, les enfants ne sont pas différents des adultes, hein. Ça reste pareil. On a le même cœur, on a tout pareil. Tout est pareil. Quand j'ai parlé ici des canaux sodiques INA avec le gène SCN95, j'ai mis qu'il y avait une implication sur une pathologie qui s'appelle la mort subite du nourrisson. Tu vois? Donc, autant ça peut entraîner un syndrome de Brugada qui sera beaucoup plus révélé chez l'adulte jeune, autant ça peut entraîner une mort subite du nourrisson ou un syndrome du cuté long congénital qui sera révélé chez l'enfant, voire le nourrisson. Donc, on a le même principe, hein. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que la fréquence cardiaque spontanée de l'enfant, à cause de l'immaturité des cellules nodales, est un peu rapide au départ. Et plus il va croître, plus la dépolarisation lente spontanée va se ralentir et il va venir se nicher dans la fourchette de 60 à 90. Une autre question? Oui, docteur. OK. Excellent. Ça n'apparaît pas sur ce que j'ai mis ici. Attends. Bon, on m'a ravi la main. Dernière. La dernière. Ça. Normalement, l'onde U est une onde de repolarisation tardive. Elle aussi, sous la dépendance d'une entrée potassique tardive. Normalement, elle apparaît ici. C'est une petite onde, une petite déflexion qui est pas souvent fréquente, hein. On la voit chez les patients qui, de manière spontanée, ont un rythme cardiaque lent. D'accord? Et quand ils sont très lents, la repolarisation est prolongée. Et quand elle est prolongée, lorsqu'on est en train de revenir vraiment au potentiel de membrane de repos, à ce moment-là, on a une onde qui réapparaît. Mais elle est d'abord non permanente, elle n'est pas vue chez tout le monde, OK? Et elle n'a pas beaucoup d'implications. On sait seulement qu'elle existe et qu'elle apparaît chez des patients qui ont une repolarisation tardive et qui sont relativement bradycardes. OK. Une autre question? Avant que je ne puisse trouver mon autre topo. C'est bon, c'est clair? Oui. Quelle est la question? OK. Une question de Madame Diane Moulumba. Question. En cas d'activité physique, quand le cœur bat à plus de 140, quel est le test de pacemaker qui prend le relais? Donc, pour répondre à Madame Diane Moulumba, c'est exactement la question qu'a posée notre collègue tout à l'heure. C'est-à-dire que le nœud sinusal, quand vous faites une activité physique, d'accord, ne va pas vous bloquer à 90. Il va subir l'influence et les ordres du système nerveux parasympathique en lui disant, écoute, en faisant une activité physique importante, les besoins en oxygène augmentent, d'accord?
les besoins en nutriments augmentent parce qu'on met en branle le muscle strié squelettique pratiquement de tout l'organisme. Que doit faire le cœur? Le cœur, pour maintenir une homéostasie, doit pouvoir fournir un débit sanguin suffisant, adapté aux besoins. Et pour y parvenir, il va accélérer la fréquence cardiaque. Et quand il accélère la fréquence cardiaque, c'est pour justement pouvoir distiller à tout l'organisme une quantité de nutriments adaptés aux besoins en ce moment-là. Dès que la demande ou le besoin va baisser, la fréquence cardiaque va se ralentir. C'est pour ça que quand vous courez, votre cœur s'accélère. Quand vous vous arrêtez, ben, il décélère. Parce que le rythme, le système sympathique dit, bon, on n'en a plus besoin, tel muscle s'est arrêté, il n'a plus besoin qu'on lui rajoute un volume de sang. D'accord? Donc, il a beau être un pacemaker, au repos, il est réglé comme ça, mais il a l'avantage d'être intelligent et de s'adapter à la demande de l'organisme. Et quand on a fait les stimulateurs cardiaques, donc quand on a fait les pacemakers, initialement, quand on mettait les pacemakers aux gens, c'était des personnes vieilles. Et donc, on les mettait, on bloquait la fréquence cardiaque entre 60 et 100 à peu près, pour mimer l'activité du nœud sinusal, mais ils n'avaient pas la possibilité de s'accélérer quand ils faisaient une activité physique. Et donc, ça faisait que les patients qui avaient un pacemaker, à l'époque, lorsque vous et moi, on n'était pas encore nés, ben, ils ne pouvaient pas faire du sport. Ils étaient bloqués à 90. Et donc, quand vous êtes bloqué à 90, vous allez être fatigué. Et maintenant, comme on est en train de mimer vraiment ce qui est physiologique, les pacemakers aujourd'hui sont doués d'une activité qui permet d'adapter les battements en fonction du besoin. Donc, sur la batterie qu'il y a des capteurs, des mouvements musculaires qui disent que là, le gaillard est en train de courir. Donc, tu peux t'accélérer. Et donc, on règle ça, on dit, voilà, au repos, il est comme ça. S'il court, il peut monter jusqu'à 130, jusqu'à 140. Chez les jeunes, on monte parfois même jusqu'à 150, parce que si vous ne le faites pas, il peut faire aucune activité physique. Pour faire un exemple simple, l'ami a parlé des enfants. Les enfants au repos peuvent être à 120. Figurez-vous qu'un enfant qui naît avec un BAV congénital, on lui met un pacemaker pour qu'il batte entre 60 et 90. C'est compliqué. Donc voilà, à la consoeur, l'adaptation est liée aux besoins. Et l'organisme sait s'adapter et le pacemaker naturel s'adapte en fonction de ce que le corps lui demande de faire. Chose que vous n'aurez pas, par exemple, lorsque le pacemaker naturel est dysfonctionnel et que vous utilisez le pacemaker de second ou de troisième plan, vous n'aurez pas d'accélération. Vous avez beau courir là, ça ne s'accélère pas. Donc, toutes les personnes qui ont une maladie qui intéresse le nœud sinusal ont ce qu'on appelle une incompétence chronotrope, c'est-à-dire que même s'ils font un effort, le cœur ne s'accélère plus. Donc, ça, c'est vraiment une maladie. OK? Encore une question? Oui? De rien? OK. Très bien. Très, très bien. Quand on parle du potentiel d'action, je vais vous montrer ici. Je suis ici. Pour que nous ayons la phase 0, il faut que le sodium entre. D'accord? Ça dépend de ce canal-là. Pour qu'on ait la phase 1, c'est le potassium. Ça dépend de ce canal-là. Ainsi de suite, jusqu'au canal IF pour la dépolarisation spontanée. OK? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que
Si on veut ralentir la fréquence cardiaque, comme par exemple quelqu'un qui est en train de courir, on veut ralentir sa fréquence cardiaque, en utilisant les bêta-bloquants, on agit sur les récepteurs B1 qui sont au niveau du muscle cardiaque. Les récepteurs B1 au niveau du muscle cardiaque ont comme effet un effet chronotrope négatif. Ça veut dire que ça bloque l'influence du système sympathique sur le nœud sinusal. Tu me suis? OK. Ils ont un effet inotrope négatif. Ça diminue la fonction contractile du cœur. Et donc, quand tu mets un patient bêta-bloquant, tu n'agis pas sur les canaux de dépolarisation lente. Tu agis sur la relation qui existe entre le système sympathique et le nœud sinusal. Tu vois? Tu agis à ce niveau-là. Donc, tu bloques l'activité sympathique qui doit influencer le nœud sinusal. Mais quand tu utilises les canaux IF, enfin, les inhibiteurs du canal IF, tu agis sur les canaux qui favorisent la spontanéité de la dépolarisation de la phase 4. Autrement dit, quand tu as un patient qui a le cœur qui bat très vite et que tu lui mets un bêta-bloquant et que son bêta-bloquant là le ralentit, mais pas suffisamment, tu peux davantage le ralentir en utilisant un bloqueur de ce système. Une autre façon de voir, quand tu as un patient que tu ne peux pas ralentir par les bêta-bloquants parce qu'il a des contre-indications aux bêta-bloquants relatives ou absolues, tu peux le ralentir en utilisant des substances qui agissent sur ces canaux. Donc, c'est vraiment deux pôles différents, mais qui peuvent ralentir la fréquence cardiaque. C'est bon? OK. C'est bon pour l'instant? Plus de questions? Je dois retrouver un autre topo pour conclure. OK, vous me donnez quelques minutes. Merci.
Désolé, hein, j'ai pas traîné. On me faisait remarquer qu'on doit finir à midi, en fait, et qu'il est midi. Donc, je suis un peu victime du retard avec lequel on a commencé. Mais qu'à cela ne tienne, ce que je devais introduire, c'était la réalisation de l'électrocardiogramme. Parce qu'en fait, même si il vous est demandé d'interpréter ou de savoir interpréter un électrocardiogramme, je pense qu'il est fondamental en tant que docteur de savoir réaliser un électrocardiogramme. Dans vos services, vous aurez des infirmières ou des techniciens et c'est vraiment important qu'ils sachent que vous savez le faire. Comme ça, ils ne vont pas vous prendre la tête, mais c'est aussi logique. On ne peut pas interpréter un papier sans savoir faire l'examen. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agissait. Mais à la prochaine séance, donc mon collègue, le docteur Noël ou David, vont commencer par ça. C'est 5 minutes ou 10 maximum. D'accord? On va plutôt vous faire une vidéo. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. OK? Je vais faire une vidéo. On va donner ça à l'ami Mango avant samedi. Il va vous envoyer ça dans le groupe. Comment on réalise un ECG? On va masquer le visage de la personne. ECG 12 dérivations, ECG 18 dérivations. Ce sera une de mes infirmières qui le fera. D'accord? Comme ça, vous voyez comment on le fait. Et ce sera annexé au topo qu'on a fait aujourd'hui. C'est bon? Parfait. Excellent week-end, les amis.